Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on va s'attaquer à la sage usage sur Axebox. Voilà, seul facile, cela dit, je trouve que le foothold m'a pris pas mal de temps. Alors, voilà, donc la salle est lancée, on va prendre son adresse IP, on va se mettre dans slash temp, on va se créer un petit répertoire. Voilà, et on va commencer le nmapper sur cette adresse IP et on va voir ce que cela donne. Voilà, on voit qu'il y a deux ports ouverts, le 22 et le 80. Donc on va aller se concentrer sur le 80. On voit déjà que c'est un Nginx dessus 1.18 et on voit que did not follow redirect to usage.htb. Donc effectivement, si je vais dessus et que je regarde mon adresse IP, et voilà, on attend un peu. Et on voit effectivement Enable to Connect et on voit que ça a changé en me remplaçant par usage.htb. Donc, on va aller le rajouter ici, là, hop, dans notre DNS mask. On va mettre la bonne IP. Hop, c'est parti. On va redémarrer le DNS mask, voilà. Et donc, normalement, si tout se passe bien, je n'ai plus qu'à aller là. On va enlever le S. Ça veut pas. Donc, on va le refaire. http://usage.htb. Voilà. Donc on tombe sur une page, voilà, login. Alors, si, première chose que l'on va faire, c'est qu'on va lancer Burp Suite pour tout intercepter. Ça va nous être utile pour plus tard. Allez, hop, c'est parti. Donc Burp Suite se lance. Voilà, on va aller dans le proxy, dans l'historique, et ici, on va aller, hop, activer le proxy burp. Donc si je fais ça, boum, on l'a. Donc on a ce truc là. Donc ce que l'on peut faire, c'est add to scope. On va aux settings, projet, scope, edit, voilà, http usage.htb, inclut les sous-domaines, voilà. Donc normalement, j'ai ça usage.htb et si par exemple je vais dans register, normalement, hop, registration, ça y est. Allez hop, on va le mettre dans l'autre sens, voilà. Donc tout ça, ça passe. Donc usage.htb. Déjà, on peut regarder qu'est-ce que cela nous donne. Et on voit qu'on a des tokens. Alors, première pensée que j'ai eue, c'était d'essayer d'exploiter ces tokens. Non, du tout. Ça m'a fait perdre du temps pour rien. Ce n'est pas par là qu'il faut passer. En fait, donc, on a différentes pages et on va essayer de trouver un endroit où il y a une faille. Alors, première étape, moi que j'avais fait, je me suis dit, tiens, on peut s'enregistrer. Donc, je vais m'enregistrer. On va créer Kiku. kiku@kiku.com et là Kiku 1 2 3, je crois qu'il c'est limité, enfin c'est je crois qu'il faut des caractères particuliers. On voit, est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Donc si on regarde dans Burp, j'ai un post registration, voilà, avec un token, Kiku, email, mot de passe, ok. Ça y est. Donc je vais me connecter. kiku@kiku.com, Kiku 1 2 3. On est rentré et il y a un petit texte qui parle de Laravel. Non, un Laraveling. Parle pas de Laravel? Ah non, bon, je crois. Si, Laravel PHP. Voilà, ok. Et donc si on regarde, post-logging, pareil. Donc ça nous passe le truc et le mot de passe. Et on est bien logué, donc ça redirige. Très bien. Alors, rien à voir ici aussi non plus, donc logout, et je me suis dit, voyons voir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et j'ai vu ce bouton reset password, donc je me suis dit, tiens, ici, si je tape un truc qui n'existe pas, send reset link, hop, j'ai email does not match in our record. Si je tape le mien, kiku@kiku.com, hop, on dit que ça a envoyé un mail. Je me suis dit, ok, première étape, je vais essayer de trouver un mail qui existe. Et je vais faire du fuzzing là-dessus. On va faire du fuzzing sur quelque chose et je m'étais parti sur usage.htb, voir s'il existe un nom d'utilisateur connu, comme ça après je pourrais brute fausser son mot de passe. Et quand j'ai fait ça, je me suis aperçu de quelque chose. En fait, donc si vous essayez de faire ça, je ne sais pas si je l'ai déjà en... Ouais, forgotten password. Voilà, c'est un exemple de ce que j'avais fait. En fait, en faisant ça,
Ah bah, je peux vous montrer déjà, hein, je vais aller, je vais me récupérer un token. C'est token, attendez, je dois l'avoir par là. J'en ai pas un de token là-dedans. Forget password, post. Voilà. On va prendre à la limite celui-là. Hop. On va prendre celui-là. Il y avait quoi? Ah ouais, c'était les tokens et les cookies. Ok. Ok. Donc en fait, voilà, c'est ça que j'avais fait. Tac, tac, tac. Hop, on va effacer ça. J'avais repris la requête. Voilà. Les cookies. Donc pareil, les cookies, il y avait le XSRF. Donc c'était obligatoire pour avoir une réponse positive. Donc on va prendre les cookies, on va prendre tout ça. Et hop. Voilà. Donc on va supprimer. Voilà. Cookie de points. Hop, ça. La word list, j'avais pris username. Et on va revenir là. Et donc, ah ouais, j'avais mis un T1 et un HH. Donc déjà, si je fais ça, qu'est-ce que cela donne? J'avais beaucoup de problèmes. Alors j'avais les 302 qui correspondent à ça marche pas, mais beaucoup de 503. En fait, on envoie trop de requêtes rapidement. Donc le serveur nous répond 503. Donc il me fallait le ralentir. Pour le ralentir, j'avais mis le fameux T1 qui dit juste sur un thread. Voilà. Et donc ça devenait plus lent. Alors là, je me suis dit, ok, on va supprimer les 374. Parce que ça marche pas. Donc pour cela, HH 374. Et là, je me suis dit, je vais attendre. C'est très long, mais je vais attendre. Et à un moment, il y a un utilisateur qui m'est ressorti et qui n'était pas normal. Je vais attendre pour que vous le voyez. Voilà, l'utilisateur D''Anne avec une réponse 500. C'est étrange. Donc, on va l'arrêter, on n'en a plus besoin. D''Anne. Ok, donc on va aller l'essayer. On va même mettre n'importe quoi avec une apostrophe. Et là, j'ai un serveur error. Ça veut dire que ça n'a pas été intercepté. L'apostrophe m'a permis de faire planter le serveur. Ce qui veut dire qu'en fait, on peut en faire quelque chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas de l'injection dedans? Et donc, je me suis dit, tiens, je vais le tester avec SQLmap. Sachant qu'au début, j'avais testé avec SQLmap. Ça ne m'avait rien donné avant de trouver cette erreur. Et après, je me suis dit, ok, on va utiliser SQLmap, mais en mode brut et en se limitant à certaines erreurs, à certaines techniques. Alors, si je peux vous montrer, SQLmap technique. Est-ce que l'utilisation de SQLmap, voilà, hop, technique, attends toi, hop, technique d'injection SQL, voilà, boolean base, time base, error, union, stacked. Alors si je me trompe pas, il y a du B, T, E, U, S, un truc comme ça. Et lors d'une précédente salle, j'avais vu ça, j'avais vu un conseil là-dessus sur une vidéo de je ne sais plus qui, Ipsec, je crois, où en fait, pour que ça aille plus vite, il en élimine certaines. Et on ne garde que le B, le E et le U. Voilà, le time et le stack étant trop lent, on se dit, allez, on le tente juste avec du BE. On va se tenter ça et vous allez voir ce que ça donne. Donc, avant toute chose, je vais prendre un post ici, voilà, avec mes deux champs. Ici, on va faire le forgotten là, avec la mienne d'adresse. Voilà, on va prendre celle-là et on va enregistrer cette requête. Save item. On va aller, hop, dans temp, on l'avait mis, usage. Voilà, on va l'appeler rec.text. C'est parti, successful. Ok, donc, allez, on y va. On est là-dedans, donc on a bien notre requête. SQLmap. Voilà, on va utiliser ça. Donc, ce qu'on lui dit. Ouais, attendez, je peux le remonter. Là, voilà. SQLmap-R. Donc, on prend notre requête. Niveau 5, risque 3, le max de max. Et voilà les techniques BEU. Boolean, Union et je sais plus. Je l'ai là. Boolean, Union et Error.
Voilà, badge, badge, comme ça, j'ai pas besoin d'appuyer sur Y à chaque fois pour valider un choix. Oui, non, il va prendre les choix par défaut. Et on part du principe que c'est du MySQL. Allez, c'est parti. Et donc, là, il va lancer son truc. Et en fait, il y a quelque chose à un moment qui va... Alors, paramètre token, SQL injection sur token, on s'en fiche du token. Donc, je fais un CTRL-C et je fais Next Parameter. Et là, donc, on a le paramètre email. Email may not be injectable, testing SQL injection. On va attendre un peu, voir ce que cela donne. Donc là, il est encore en train de continuer, mais ce que l'on voit ici, un info injectable avec du boolean base blind, voilà, un close, blablabla. Et si on regarde un peu plus bas, order by technique union injection, target URL swab 8 colon in query. Et donc là, ça a fini et il nous a trouvé, voilà, c'est vulnérable avec de l'union et de... Alors lui, il me met un truc bizarre. Et donc pour le tester, en fait, hop, je vais retourner là-dedans. Donc on va remettre le kikou, voilà. Et je m'étais dit, on va le tester. Je ferme et je fais order by. Et en fait, order by 1, alors on va prendre ça. Ça marche. Ça plante pas. Order by 2. Donc ça veut dire classe-le par la deuxième colonne que tu retournes. Ça marche. Et ainsi de suite. Et effectivement, si je monte par exemple à 9, ça plante. Il n'y a pas de 9 colonnes. Ce qui veut dire qu'en fait, et si je mets 8 ici, voilà, ça veut dire qu'il y a de l'injection SQL et je sais que ce qui est retourné par la base de données, derrière, niveau côté serveur, c'est une ligne avec 8 colonnes. On a trouvé notre point d'entrée. Maintenant, il faut arriver à l'exploiter. Et pour cela, ben, on va continuer à exploiter SQL Map. Donc, on va prendre celle-là. Et on va lui demander, ben, retourne-moi les bases de données. Allez, les databases. On va le remettre là-haut. C'est parti. Database require one argument. Bon, les trous de mémoire quand ça veut pas. DBS. Voilà. Et donc là, voilà, il nous en a trouvé 3, ok. Et donc il est en train en fait de le brute forcer avec ce union. Voilà, il fait. Donc on peut voir ici ce qu'il fait, mais en fait il va tester chaque caractère. À chaque fois qu'il a une erreur, il se dit c'est pas le bon. Et dès qu'il a plus d'erreur, c'est que ça passe. Et il va nous sortir nos bases de données. Et donc voilà, on a nos 3 bases de données. Donc celle qui nous intéresse, c'est usage blog. Donc on va reprendre notre dernière commande. On va mettre un tiret grand D usage blog. Et ce que l'on veut, c'est les tables qu'il y a à l'intérieur. Ça va prendre un moment parce qu'il y en a pas mal. Donc il faut être patient. One eternity later. On a récupéré la liste de toutes les tables qu'il y a dans la base de données. Alors, moi, j'avais commencé par... Je me suis dit, ben, je vais énumérer la table user. Chaque énumération est très longue parce qu'il fait caractère par caractère, il brute force. On va pas faire l'user parce qu'en fait, elle ne sert à rien. La table user contient notre utilisateur et aussi un utilisateur originel qui nous permet de nous loguer ici. Mais cela ne nous amène à rien. En fait, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir ici se loguer dans la zone admin. Ici. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes passé par le tchost pour ajouter le nom de domaine, il vous faudra aussi le modifier pour ajouter admin.usage.htb. Le fait d'utiliser le DNS mask, c'est automatique pour moi. Donc voilà, et l'intérêt est de trouver l'utilisateur de la zone admin. Et pour cela, en fait, il y a une table qui s'appelle admin user. Et c'est celle qu'on va énumérer. Donc déjà, on va commencer. On va dire donc la table que l'on veut ici, c'est admin user. Et on veut les columns, toutes les colonnes. Pourquoi faire comme ça? On peut mettre directement un --dump. On va prendre dumper toute la table. Mais à l'intérieur, il y a des colonnes dont on n'a pas besoin. Ça va nous prendre du temps. Donc là, on va lui demander de nous lister les colonnes. Et on va dumper que les colonnes nécessaires. C'est parti. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Voilà, il nous a dumpé donc le nom des colonnes et comme on peut voir, il y a plein de champs qui ne nous intéressent pas du tout, comme le created at, l'avatar, tout ça, et le remember token, ça prendrait beaucoup trop de temps. On va donc lui demander juste de nous extraire username et password. Pour cela, on va faire la blabla
grand C, on va prendre username, virgule, password, et dump. C'est parti. One extremely annoying shift later. Et donc voilà, on a réussi à dumper le mot de passe. Alors, il est chiffré, mais on a quand même le hash du mot de passe de l'admin. Et donc maintenant, il faut qu'on le déchiffre. Donc, alors, quel format est-ce que cela peut être? Alors, je ne sais pas. Est-ce qu'on peut mettre un... Si je fais un hash ID, ça marche. Si je fais ça, on va voir. On va voir. Voilà, Blowfish, du bcrypt. Ok, c'est du bcrypt. Alors, on va utiliser John pour ça. Donc déjà, on va le mettre dans un hash.text. Hop. Voilà. Et on va utiliser John. Hash.text. Voilà. Je pense qu'il n'y a même pas besoin de lui indiquer le format. Effectivement, il faut que je pense à dégager le pod file. Alors, normalement, rm... Si je fais un tilde slash point john pot. Voilà. Donc là, si je le relance, c'est parti. Il a trouvé d'ailleurs très bien de lui-même que c'est du bcrypt. Ok, donc là, avec la ROQ, il essaye de trouver le mot de passe qu'il y a derrière ce hash. Et il y a réussi. Voilà, on a notre mot de passe. On a donc l'utilisateur, le mot de passe. Donc techniquement, si je vais là, je fais admin et que je tape le mot de passe, expirer. Eh oui, ça c'est le XSRF. On recommence, admin, mot de passe, et on est rentré. Voilà. Donc, première étape, on n'est pas sur la machine encore, hein, on est juste là-dessus. Maintenant, ici, il va falloir trouver une faille de sécurité. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que, en fait, cette page-là, UG, alors comment j'avais fait pour trouver, est-ce que j'avais tapé, alors on va tester ça. Si je tape UG, Laravel, exploit, ah, blabla, non, Actrix, non. Voilà, de toute façon, ici, notre page admin, c'est quelle dépendance? C'est le Laravel admin. Donc, on va le prendre. Alors, est-ce que ça marche? J'essaie de vous retrouver les mots-clés que j'avais tapés pour tomber sur l'exploit. Hop là, peut-être pas ici. Faites voir, exploit DB. Arbitrary code execution in encore Laravel. Là, et le POC. Voilà, c'est ici. On tombe sur le POC. Donc en tapant Laravel et en allant sur le site de sneak.io, on tombe là-dessus d'une personne qui nous explique qu'on peut exécuter du code, faire uploader un fichier vulnérable dans les Laravel 1.8.19, Laravel admin. Et si on regarde nous ce qu'on a, 1.8.18. Donc ça passe. Donc pour vous expliquer ça, en fait, ce qu'il va faire, c'est que on ne peut pas uploader directement un fichier PHP. Ce serait trop simple. Ce qu'on va faire, c'est que, en fait, il y a un truc à remarquer. On va se le préparer. Vous allez voir. Hop, ici. Alors, je vais mettre un cp de /home /kali /tools rev. Ouais, ici. OK. On va se préparer notre rev.php. Voilà, donc déjà, ça, hein, on peut le dégager. On n'en a pas besoin. Voilà, très bien. Ici, on va mettre notre adresse IP qui est, alors, 10.10.14.43, 10.10.14.43. Voilà, on va sauvegarder. Et donc, ici, donc, vous l'aurez compris, il faut que j'aille dans les settings. Voilà, et que j'essaye d'uploader mon image. Alors, hop, user là, je fais un browse. Je vais essayer mon image. Alors, on va retourner dans temp. Hop, temp, usage, mon ref.php. Il veut pas, parce qu'il veut que des images. En fait, ce que cela nous explique, c'est que on va renommer notre fichier .jpeg. On va intercepter, en fait, ce qui va permettre de passer la vérification ici. Mais au moment de l'envoi, on va intercepter la requête et là lui dire non, non, ce fichier, tu l'enregistres en .php. Et là, ça passe. C'est ce qu'il nous dit. Ici, on va changer le file name.
ici pour ajouter .php et on aura en fait le fichier qui sera uploadé. Alors c'est parti. Donc déjà on avait dit ici, donc on a le ref.php, on va faire mv-rev.php en rev.jpeg. Voilà. Ensuite, Burp Suite. On va ouvrir Burp Suite. L'intruder, le proxy, l'intercept. On va activer l'interception. On retourne sur notre truc et allez, browse, rev.jpeg. Là, c'est passé. Donc, il me l'a mis là. Et au moment où je vais faire submit, boum, ça me l'intercepte. Ici, je veux pas ref.php.jpeg, mais .php. Forward, 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 upload succeeded, ref.php. Donc maintenant, ici, je vais lancer un petit PwnCat. Et si je fais sur téléchargement, alors on va enlever l'interception. Est-ce que ça marche si je fais ça? Et voilà, on a obtenu notre shell. Voilà, et je suis connecté en tant que Dash. Voilà, on a notre première étape. Donc maintenant qu'on a le foothold, alors bien sûr, on a accès, si je fais un CD dans le home de Dash, on a notre premier flag, impeccable. Maintenant, il faut devenir root. En fait, on ne devient pas root comme ça. Si on regarde dans le home, on a un deuxième utilisateur, Xander. Alors, juste pour le truc, Xander, on ne l'a toujours pas vu, ce truc-là. Si vous récupérez les hashes de la table user avec le SQL map, vous allez avoir un utilisateur qui s'appelle Raj avec un mot de passe, et son mot de passe, une fois déchiffré, c'est Xander. Voilà. Donc là, en fait, il faut qu'on pivote sur Xander avant de devenir root. Et là, pour pivoter sur Xander, en fait, c'est hyper simple. On va regarder ce qu'il y a. Alors ici, on a un script. Voilà. On peut faire un cat dessus. Alors, le mieux avant de faire un cat, c'est de faire un file dessus. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est de l'ASCII. Donc, on va faire un cat du fichier. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Voilà, 7 HTTPD. Voilà, donc on voit qu'il y a quelque chose qui tourne sur le port 2812 que l'on pourra essayer de regarder, même si ça ne sert pas à grand-chose. Et on a hello admin uncoded password. OK. Eh bien, on va essayer ça sur Xander. Hein. Je fais su Xander. Je tape le mot de passe. Et en fait, c'est ultra simple. Voilà, le mot de passe est ici en clair. Donc, on peut passer à Xander. On avait donc le 2812. On peut essayer de se le monter. Donc, si je fais un SSH, vous voyez, j'ai fait déjà un Xander, mais je fais un -L 2812. Hop, je l'avais fait avec Dash. On va même l'essayer directement avec Xander, vu qu'on a son mot de passe. Et en fait, le -L en fait, va nous créer un tunnel SSH. Si je vais sur le port 2812 chez moi, tu le rediriges vers le port 2812 de la machine. Donc voilà, on va mettre Xander. Voilà, c'est bon, on est connecté. Donc le tunnel SSH est monté. On peut aussi vérifier sur la machine, hop, que le port, on va faire un petit, je peux faire un pipe grep 2812. Voilà, on peut voir qu'il y a un port, un service qui tourne derrière, qui est un monit service. Donc là, si sur ma machine, je vais dans du localhost 2.2812, on va mettre HTTP 2. Quand même devant. Voilà, on tombe sur un truc et on avait dit donc c'était admin et le mot de passe, je m'en souviens plus, c'est celui-là. Voilà, on va prendre celui-là. Voilà, on a atterri sur le service. Il va pas nous servir en fait ce service, mais on peut y accéder comme ça et ça nous permet de voir un statut de la machine. Enfin, je crois pas qu'il nous serve ce site. Bref. Moi, je ne suis pas passé par là de toute façon. Donc, on est ici connecté chez Xander. Donc, à la limite, ça, hop, on va le réduire. Voilà, on va le laisser comme ça. Donc, on est sur Xander. Première chose, on a son mot de passe. Qu'est-ce qu'on fait? Sudo-L. Et on voit qu'on peut, sans mot de passe, faire un sudo de ce fichier. Donc, si je fais un file de ce fichier, on voit que c'est un exécutable.
Donc première chose que j'ai faite en fait et qui s'est avérée payante, c'est de faire un strings dessus pour voir s'il y a des choses intéressantes. Et quand on remonte, ici on voit un menu. Choose an option, Project Backup, Backup MySQL Data, Reset Admin. Ok, donc on a des choix. Password has been resetted. On voit la commande qui est exécutée, sûrement quand on fait le choix 2. Error changing directory to machin. Ça et ça. Et là on voit cette commande. Et pour peu qu'on ait déjà fait des salles avec tar, on peut voir que c'est ce que j'appelle du tar wildcard. Voilà, c'est ici, on met étoile. Donc si à la place d'étoile, on mettait des mots-clés, des paramètres, eh ben, ce serait interprété. Et on voit que c'est dans var www.html. Donc en fait, il doit se rendre là-dedans et exécuter cette commande pour faire un backup. Donc on va voir si on peut exploiter ça. Ce que j'ai fait, j'ai pris ça, je suis allé voir sur Actrix, rechercher 7ZA, hop, bien sûr, il se recharge. Allez, c'est reparti. 7ZA. On l'a pas. Voilà, 7Z, backup, wildcard. Là, c'est pas, ça n'a pas l'air mal, ça. Voilà. In 7Z, even using before 1.1, even using tag before 1. En fait, il explique que les deux tirets signifient que ce qui suit ne peut pas être interprété comme des paramètres. C'est une protection qu'ils ont mis dans 7zip pour éviter justement qu'on mette des paramètres, comme avec tar. Mais apparemment, on peut quand même. You can cause an arbitrary error to read a file. En fait, on va provoquer une erreur et en fait, l'exécutable va nous dire non, il y a eu une erreur et va nous afficher donc ici le contenu du fichier qu'on cherche à lire. Et donc, comme c'est exécuté en route, un fichier route. Premier truc que j'ai fait, moi, c'est lire le flag. Mais j'ai quand même trouvé un autre fichier qui était lisible qui nous permet en fait de devenir route complètement. Vous allez voir, donc on a ça. And you can create a file, you can create a route and the file route with symlink. Quand cette zip va s'exécuter, il va traiter route.txt comme un fichier contenant une liste de fichiers qui devrait être compressés. Et quand il va essayer de le lire et qu'il va se rendre compte que ça ne marche pas, il va afficher une erreur en disant non, j'arrive pas à lire ce fichier et nous afficher le contenu de ce fichier. Ça paraît un peu compliqué. On va aller le faire. Donc, si on était sur la machine, on s'est dit il faut aller dans whtml, ok. Donc cd /var /w/html. Très bien. Ici, on le passe, voilà, acting folder, touchshot. Alors, j'ai remarqué que là, il le met dans ce sens. En fait, il faut le faire dans l'autre, parce que quand on va créer celui-là va s'effacer. Donc, on va le faire dans l'autre sens. En fait, on va faire un ln-s, on va créer un lien symbolique vers un fichier qu'on veut lire, dont on n'a pas accès, et ça devrait nous le lire. Mais au lieu de faire le flag, moi j'avais fait le flag au début, on va le faire sur un autre fichier, c'est-à-dire qu'on va créer ln-s /route /.ss/ id. id, il est où? RSA. Je me suis dit, est-ce qu'il y a un fichier RSA qui existe? Et on va l'appeler route.txt. Voilà. Et on va créer un touch de ce fichier-là. Voilà. Donc là, on a bien ça qui pointe vers ça et ça. Donc maintenant, sudo-l, on va faire un sudo de cette commande. Là, on nous demande le choix, donc c'était 1. Si j'appuie sur Entrée, donc il nous fait notre backup, mais au début, on le voit. Warning, no more file, et il nous affiche le contenu du fichier. Donc on a réussi à faire afficher le contenu de la clé privée SSH. Donc, et hop, no more file, voilà, très bien. Et ben on va prendre ça. On va aller se le mettre là-dedans. Voilà, on va aller supprimer tous ces trucs-là. Voilà. Et ce fichier, ce contenu, si je me mets ici, on va s'en ouvrir une autre. On va faire un vi route RSA, par exemple.
Je le mets dedans. Je sauvegarde. chmod 600 root RSA. Et maintenant, ssh-i root RSA root at usage.htb. Et voilà. Je suis root sur la machine. On peut aller voir dans /root, alias ll, et hop, alias ll égale ls-lh-color. Voilà, où on peut voir effectivement, j'ai eu juste avec la clé SSH, la clé, le ID RSA, la clé privée. Donc ça me permet de devenir root, parce que ça m'allait pas en fait d'avoir juste réussi à lire le fichier, je voulais vraiment devenir root. Et on peut voir donc qu'il y a le flag accessible, et on a ce fameux user management. Hop, alors on va agrandir, user management.c. Donc si je fais un less de usage management.c, qu'est-ce que l'on voit? Donc effectivement, ici on voit que il fait un change dir vers HTML. Voilà, et il fait un système de usage-a, var backup, zip-mnt, étoile. Voilà, il exécute cette commande. Et donc, voilà, on a réussi à faire cette machine. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!